Déjà, au IVe siècle avant notre ère, Platon dénonçait les méfaits d'un consumérisme effréné qui avait pour seul but d'assouvir des plaisirs sans fin. Il disait ainsi dans le Gorgias, « L'autre homme, celui, donc là Platon évoque celui qui a des plaisirs déréglés, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées, mais comme ces récipients à lui sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. » Ce passage n'est pas sans rappeler le fameux mythe du tonneau des Danaïdes, car une fois arrivés aux enfers, les Danaïdes ont été condamnés à remplir un tonneau sans fond à l'aide d'une cruche percée et en puisant l'eau à une source tarie. Alors, Samir du Bel Air, Moussa de Boissière, Théo de Bas-Montreuil, Corentin du centre-ville ont également ce sentiment de réaliser une tâche sans fin, comme les Danaïdes, ou du moins de continuellement recommencer la même chose tous les matins quand ils prennent leur service à 5h45 pour ramasser avec leur chariot et leurs pinces toujours les mêmes déchets qui jonchent tous les jours les mêmes 140 km de rues de notre ville. Ainsi, pour introduire ce point au conseil municipal concernant la mise en œuvre de notre règlement communal de propreté, j'aimerais rendre hommage à tous ces agents qui, sans relâche, prennent leur service tous les jours de la semaine, dimanche compris. Je pense par exemple à Gilles, bientôt retraité, après une belle carrière au sein de la propreté urbaine, qui prend le volant de sa balayeuse tous les matins au Bel Air. À Christian, fidèle à son fameux aspirateur glouton qui arpente le matin le secteur du centre-ville, nous le voyons régulièrement sur la place de la mairie. À Paul, qui aime tant valoriser son métier et sensibiliser les enfants à la propreté urbaine. À Fabrice, coordinateur, qui chaque matin se charge de superviser les activités quotidiennes. Ils sont, en tout et pour tout, une centaine à travailler ainsi de 5h45 à 13h15 pour ramasser nos déchets issus de la société de consommation et pour embellir notre cadre de vie. À cela s'ajoute une dizaine d'autres agents qui interviennent de 12h45 à 20h15 pour repasser partout où cela est nécessaire l'après-midi. Je profite de cette tribune pour remercier d'ailleurs chaleureusement notre formidable chef de service de la propreté urbaine, Régine. Et rien de tout cela ne serait possible sans la contribution d'Est Ensemble, qui déploie dès 5h30 du matin des dizaines de camions pour collecter nos déchets, ramasser les fameux encombrants du lundi et vider les 1585 corbeilles de rue disséminées à travers la ville afin que chacun et chacune puisse disposer d'une solution pour jeter proprement ses mégots et petits déchets. Malgré les conditions de travail, il faut le dire, qui sont souvent éprouvantes, tous ces agents des collectivités, ainsi que les salariés des entreprises que nous mobilisons, restent pleinement engagés dans l'accomplissement de leur mission quotidienne. Ils subissent de plein fouet les conséquences de notre fièvre acheteuse et de jouissances immédiates et sur place, qui laissent trop souvent derrière elles son lot de déchets. Alors, pour illustrer cette organisation bien rodée, imaginons notre espace public comme une grande table à manger familiale. Après un repas, nous débarrassons la table, tout comme Est Ensemble qui gère la collecte des déchets. Ensuite, nous passons un coup d'éponge pour enlever les petites miettes, à l'image du travail réalisé par la propreté urbaine qui veille à rendre nos rues nettes. Cependant, si toute cette belle organisation fonctionne bien, c'est parce que la famille a mangé proprement sur la table sans créer trop de désordre. Et c'est tout le sens de ce règlement communal de propreté. Il vise à fixer des règles pour que tout ce beau monde mange proprement à table. Alors, vous pourriez me demander, mais pourquoi donc faire ce règlement maintenant ? De nombreuses règles de propreté étaient déjà admises par une majorité d'usagers de notre espace public. Or, il restait aussi une minorité d'usagers que nous pourrions qualifier de récalcitrants et au pouvoir de nuisance maximale. Il fallait donc les verbaliser. Or, nous le savons bien, dans un état de droit, seules des règles explicitées clairement, comme dans un règlement, peuvent donner lieu à des sanctions. Il fallait donc écrire ces règles de propreté et les relier à des sanctions. Sans oublier que certaines clarifications, notamment dans le partage des responsabilités entre la collectivité et les usagers, étaient nécessaires. Il restait également à nous saisir de cette occasion pour nous donner les moyens d'amplifier notre politique de réduction de nos déchets. Alors, puisque nous partions d'une feuille blanche, l'enjeu n'était pas de faire un règlement fourre-tout désordonné, mais de garder le cap pour que le seul objectif du règlement communal de propreté soit de préserver notre cadre de vie et protéger l'environnement. En effet, les déchets abandonnés dégradent non seulement l'espace public, mais polluent aussi les sols, les cours d'eau et l'air.
En limitant ces nuisances, nous contribuons à préserver la biodiversité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une lutte qui accompagne celle de la surconsommation, si chère au capitalisme intensif, mais surtout bien trop chère dans la facture écologique que nous laissons aux générations futures. Préservons nos ressources planétaires, car comme dit le proverbe, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je suis également particulièrement attaché à ce nouveau règlement pour l'impact social qu'il devra avoir. Un espace public propre est un facteur de bien-être et de sécurité pour tous. Il favorise le bien vivre ensemble, améliore la qualité de vie et renforce l'attractivité de notre ville. À l'inverse, la dégradation de l'espace urbain peut engendrer sentiment d'abandon et insécurité, et c'est la raison pour laquelle ce règlement trouve tout son sens en complément de nos actions de prévention. Si les dépôts sauvages étaient et restent une préoccupation majeure pour nos concitoyens et concitoyennes, nécessitant d'importants moyens de lutte, ce nouveau règlement va nous permettre d'agir sur bien d'autres aspects du quotidien qui dégradent notre espace public. Nous pourrons par exemple limiter la présence intempestive des bacs d'ordures dans nos rues, ou alors mieux responsabiliser à la propreté ceux à qui nous accordons un droit d'occupation de notre espace public et dont l'activité génère de la saleté. Ce règlement aborde aussi un sujet qui peut sembler être anodin, mais qui crée régulièrement des tensions entre agents et habitants. Je parle des herbes qui poussent sur nos trottoirs. Certains veulent les voir disparaître et d'autres préfèrent les laisser. Une chose est sûre, elles repoussent sans cesse, surtout à partir du printemps, et nos agents de la propreté urbaine ne peuvent, à eux seuls, tout enlever en permanence. Désormais, les règles sont claires. Les herbes poussant au pied des façades, vous savez, ces petites fentes entre le mur des immeubles et le goudron, sont maintenant à la charge des propriétaires. Le reste, jusqu'au caniveau, relève de la propreté urbaine. Cette clarification nous permet ainsi d'accepter que certains habitants, à l'âme un peu bucolique, laissent pousser quelques jolis petits pissenlits fleuris dans ces fentes au pied de leur immeuble. Tant que cela ne gêne pas la circulation, ne dégrade pas l'espace public et ne concerne pas des espèces végétales invasives. Pour terminer, rêvons un petit peu avec cette citation de l'Utopie de Thomas More, qu'il a écrit en 1516, et qui pourrait nourrir encore aujourd'hui notre réflexion sur l'organisation d'une ville. Il disait « Les rues sont très convenablement disposées, tant pour la circulation que pour l'état de salubrité du pays. Les maisons sont bâties d'un bout à l'autre sur le même modèle, elles donnent toutes sur une rue et par derrière sur un grand jardin. Les rues ont une largeur de 20 pieds, et derrière chaque maison s'étendent de vastes jardins où l'on cultive avec soin des arbres fruitiers, des légumes et des fleurs. Les utopiens attachent un si grand prix à cette culture que rien ne les détermine plus vivement à construire leur ville sur le même plan et à se conformer aux lois établies que le désir de ne pas toucher aux jardins ni de les laisser dépérir. Ce goût des jardins est pour eux une passion nationale. Faisons de Montreuil notre sublime jardin. » L'établissement public de territoire Est Ensemble collecte plus de 10 000 tonnes de dépôts sauvages par an, soit 5% des déchets qu'il collecte au total. 10 000 tonnes de déchets, parfois polluants, abandonnés sur l'espace public en dehors de tout circuit de collecte dédié. Ces dépôts sauvages, Luc l'a dit, sont nuisibles à tout point de vue, pour la salubrité publique qu'ils compromettent, pour la pollution qu'ils engendrent, pour le cadre et la qualité de vie qu'ils dégradent, pour la circulation des piétons qu'ils entravent, pour l'image de notre territoire qu'ils détériorent, ou encore pour le préjudice financier non négligeable qu'ils causent, avec un coût de collecte de 591 € par tonne. Ces dépôts sauvages ont plusieurs origines. Des entreprises, notamment du BTP, qui profitent de la proximité de l'autoroute pour déverser dans les rues calmes adjacentes, telles que les rues du Moulin à Vent ou des Lilas, des déchets professionnels souvent polluants, tels que des gravats, des tôles amiantées, pour s'affranchir du coût de gestion de ces déchets. Des commerçants qui n'ont pas voulu contractualiser un contrat de collecte des ordures alors que la loi les y oblige au-dessus d'un certain seuil de déchets, notamment les commerces de bouche dont c'est inhérent à l'activité. Par exemple, sur nos axes les plus commerçants que sont les rues de Paris, les rues Dreyfus ou le boulevard de la Boissière. Des particuliers, enfin, qui ne respectent pas les modalités de collecte par méconnaissance ou par négligence, avec entre autres la spécificité des apports des points d'apport volontaires
enterrés, par exemple au sein des quartiers de l'Annou-Clos français ou de la ZAC Acacia, où les déchets s'accumulent régulièrement autour d'épaves parce que des véhicules bloquent la collecte ou parce qu'un sac déposé en appelle d'autres. À Montreuil, la dynamique s'agissant de ces dépôts sauvages est celle de leur éradication progressive. Nous sommes passés de 257 points noirs en 2015, 230 points noirs en 2016, 60 en 2020, 26 en 2024 et 16 depuis le début de l'année 2025. Loin de l'autosatisfecit, ces chiffres sont un encouragement à poursuivre les efforts conduits. Car outre la revue des modes et des fréquences de collecte par Est Ensemble, c'est notamment le fruit de la création et du travail de la Brigade Propreté et Environnement, créée en 2016, équipe de la police municipale chargée de sensibiliser au respect des règles, de rechercher les auteurs de dépôts sauvages pour les verbaliser et de sanctionner les véhicules qui gênent la collecte des ordures. Comme mon collègue Luc Digallo, je souhaiterais ici saluer et remercier, au nom des Montreuilloises et Montreuillois, cette équipe composée de 12 agents qui agit sur le périmètre de la ville 7 jours sur 7. Ils et elles font un travail difficile, qui consiste à fouiller les dépôts sauvages, de manière à en identifier les auteurs, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de pénibilité et de mauvaises surprises, car ils n'y trouvent pas que du chocolat ou du caramel. Cela consiste à dresser des amendes, avec tout ce que cela implique en rapport parfois difficile avec la population, et je tiens ici à leur adresser notre soutien lorsqu'ils et elles font l'objet d'invectives. Leur travail consiste aussi à scruter méthodiquement les images vidéo pour identifier les pollueurs qui viennent en camionnette la nuit prendre notre ville pour une déchetterie à ciel ouvert. Enfin, leur travail était difficile et frustrant pour une autre raison. Jusqu'à début 2024, la brigade rédigeait sur chaque dépôt sauvage un rapport de constatation qu'elle transmettait, conformément à la procédure pénale prévue par la loi, à un juge qui verbalisait. Cela pouvait prendre jusqu'à 2 ans de délai. Un particulier ou une entreprise qui commettait une infraction au Code de l'environnement en déposant ses déchets sur l'espace public recevait donc une amende 2 ans après les faits. Cela nuisait bien entendu à l'efficacité de la mesure, puisque d'autres dépôts avaient pu être commis entre-temps, mais aussi à l'autorité et à la crédibilité de la ville, avec y compris certains acteurs professionnels qui s'amusaient un peu de voir la brigade travailler dans des conditions difficiles que j'évoquais et de ne rien voir venir ensuite en verbalisation. Alors pour gagner en rapidité, en efficacité et en crédibilité, nous avons mis en place il y a 1 an, en lieu et place de la procédure pénale existante, une procédure dite administrative, permise par la loi AGEC de 2020, à laquelle la ville de Montreuil, par l'intermédiaire de son maire, avait d'ailleurs contribué. Depuis 1 an, la ville gère désormais la procédure de bout en bout, de la rédaction du rapport à la prise d'un arrêté de verbalisation, la gestion des contestations et des demandes d'indulgence, le traitement des dysfonctionnements et des difficultés structurelles qui sont mis au jour par les verbalisations, jusqu'à l'émission des titres de recettes par la direction des finances et à leur recouvrement par le Trésor public. C'est une charge de travail supplémentaire énorme, à effectif constant, pour le service public municipal. La brigade propreté et environnement, toute sa chaîne hiérarchique, les services administratifs et financiers, la direction des finances. Je veux qu'ils et elles sachent ici que ce travail est connu, reconnu, qu'il a un sens immense et que nous les en remercions. La ville a choisi de fixer les montants des amendes administratives en s'inspirant de ceux qui étaient prononcés par le tribunal de police dans le cadre de la procédure pénale existante et de mettre en place une gradation des sanctions en fonction de l'auteur, 135 € si c'est un particulier, 1 280 € si c'est une entreprise, car les responsabilités et les capacités diffèrent, du volume du dépôt et de ses modalités, du type de déchets avec une majoration de 30% pour les déchets à caractère polluant ou dangereux et de la récidive éventuelle. Alors quel bilan pour cette politique volontariste que nous conduisons pour mettre fin aux comportements qui abîment notre jardin? En 2024, ce sont près de 6 000 dépôts qui ont été fouillés par les équipes de la brigade et plus de 1 200 procédures initiées, représentant plus de 900 000 € d'amendes dressées, qui constituent au passage une ressource nouvelle pour la ville, là où ces sommes étaient auparavant recouvrées par l'État, malgré les charges d'enquête, de gestion et de nettoyage qui incombaient déjà à la ville. Et tout cela pour quel résultat? Je vous le disais il y a un instant, nous assistions à une diminution conséquente du nombre de points noirs en matière de dépôts sauvages, passé de 250 à une quinzaine aujourd'hui, avec un impact très fort de la procédure administrative mise en œuvre depuis 1 an. Mais ces bons résultats ne nous suffisent pas, car nous savons les difficultés qui perdurent et le poids qu'elles peuvent avoir sur le quotidien. Les Montreuilloises et les Montreuillois méritent mieux, encore mieux. C'est la raison pour laquelle nous adoptons ce soir ce règlement propreté que mon collègue et ami Luc Digallo vous a présenté et qui nous permettra y compris de poursuivre et d'amplifier ces actions, par exemple s'agissant des mégots, des salissures ou des bacs conteneurs qui restent sur l'espace public et qui à la fois encouragent les dépôts sauvages et obstruent les cheminements piétons.
À ce sujet, j'en profite pour souligner l'enjeu plus large de la libération des trottoirs, s'agissant des stationnements de voitures, de deux roues, des étals illégaux, des palettes de livraison, des conteneurs tout le temps sortis, etc., ainsi que dans bon nombre de rues de leur remise en état pour les rendre accessibles. Cet enjeu coïncide avec le projet de plan piéton qu'avaient porté les socialistes dans le programme de 2020 et qu'il nous faudra mener à bien car les besoins sont immenses. Je vous remercie. J'aimerais vraiment qu'on clarifie une bonne fois pour toutes, ça fait 3 fois que je pose la question. Notre collègue Loline Bertin a terminé en disant qu'on allait adopter le règlement sur la propreté. Ce règlement, il a été pris par arrêté municipal, par arrêté du maire en décembre dernier. Soit c'est de la compétence du maire, soit c'est de la compétence du conseil municipal, mais ça ne peut pas être les deux. Et si ce n'est pas le bon organe qui délibère ou qui prend la décision, ça fait tomber le truc. Donc, franchement, à quoi ça sert de fragiliser ce règlement en maintenant la fiction que c'est une délibération? Dites que c'est une communication au conseil municipal et basta. Qu'est-ce que ça changera? Mais arrêtez de dire qu'on l'adopte ce soir et que c'est une délibération, parce que sans ça, vous allez vraiment faire tomber ce truc. Et comme il y a des gens qui ne vont pas être contents de prendre des amendes, je vous garantis qu'il y a forcément un avocat qui va trouver la faille. Donc c'est vraiment pas malin. Après c'est original de prendre un arrêté en décembre et de demander au conseil municipal de discuter en janvier, mais après tout avec vous on n'est plus à ça près. Juste pour faire plaisir à monsieur Frédéric Molossi, une proposition, puisque ça va faire rentrer des sous dans les caisses de la ville. Il se trouve qu'un certain nombre d'agents qui se font et d'agents de la ville, pas de Est Ensemble, mais d'agents de la ville qui sont chargés de faire passer une partie des laveuses le matin très tôt, touchent la NBI quand ils sont dans certains quartiers, et si on les fait travailler la semaine d'après dans un autre quartier, qui se trouve ne pas être forcément en politique de la ville, ils ne touchent plus la NBI. Pourtant, ils ont les mêmes horaires, ils ont la même difficulté de travail, et franchement, on pourrait quand même garantir la NBI à tous les agents qui bossent là-dessus, parce que je peux vous garantir que c'est pas plus drôle de le faire place de la République qu'au Morillon, et que par ailleurs, en plus, comme on est en quartier, alors c'est pas, mais c'est quand même un quartier prioritaire puisqu'il y a le NPQRU là. Voilà, je pense que même dans le Bas-Montreuil, il y aurait moyen, sur cette base-là, de leur maintenir la NBI. En tout cas, faire sauter la NBI à quelqu'un qu'on mute d'un quartier à l'autre sans qu'il l'ait demandé, c'est quand même un peu gros. Et donc, ça donnera, comme ça va avoir plein de moyens nouveaux, faites ça. Je suis très attaché au légalisme des formes, mais je pense que si c'est une règle, elle doit s'appliquer pour tout. Je m'explique. J'entends la remarque que Pierre Cerne faisait sur « mais quel est le statut exact de ce sur quoi on nous demande de nous prononcer ?» Bonne question, il y sera sans doute répondu. Et en même temps, il nous dit il doit pouvoir trouver des dérogations pour permettre de maintenir le versement du NBI, qui elle-même est conditionnée, il le sait, puisque c'est... Mais si, et tu le sais, qui est conditionné, pardon, et tu le sais, conditionné y compris au territoire sur lequel elle est exercée. Donc je pense qu'il faut garder le sens du légalisme au plus haut degré, comme c'est ta marque de fabrique, et donc on ne peut pas avoir un discours à facettes un peu multilatérales, si je peux me permettre. En réalité, du point de vue du droit, Loline Bertin l'a rappelé, ça a été un cheminement long pour trouver une voie opérationnelle réellement dissuasive pour les fauteurs de déchets et de dépôts sauvages dans les rues, non seulement de Montreuil, mais de France, car le cadre légal qui existait avant 2020 était un mauvais cadre légal qui conduisait à ce que les amendes et les efforts faits par les municipalités non seulement n'en reçoivent pas le fruit, mais plus encore soient si difficiles à mettre en œuvre que ça incapacitait, que ça immobilisait la capacité d'action publique en matière d'amende. Et au fond, c'est une question que nos concitoyennes et nos concitoyens ne comprenaient pas, et à mon avis à juste raison, pourquoi nous étions incapables d'appliquer des amendes fortes, dissuasives, à des gens qui parfois, et je veux le dire
aux Montreuilloises et aux Montreuillois déposer des tonnes, c'est-à-dire des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes de déchets sur les rues de Montreuil. La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour moi, à partir de 2020, il y a un travail sérieux, organisé, des services et des élus pour aboutir à une verbalisation réellement efficace. Je veux dire que derrière les chiffres qui ont été cités se cachent par exemple des sentiers et des rues bien connus dans lesquels des petits camions venaient régulièrement et sont désormais assurés régulièrement de trouver des verbalisations à hauteur parfois de 7 000 €. Nous avons le cas d'un entrepreneur qui a été pris 2 fois par la police municipale à une demi-heure d'écart dans une rue à déposer des mètres cubes et des mètres cubes de déchets. Il a pris 7 000 € d'un côté et 7 000 € de l'autre d'amende et ensuite de frais d'enlèvement, car cela concerne aussi parfois des déchets dangereux. Et je veux dire en troisième point que pour nous, il y a une question absolument déterminante au fait d'informer largement les Montreuilloises et les Montreuillois de ce travail. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en conseil municipal et c'est ce que nous allons faire aussi par les divers moyens de la communication municipale, d'informer de ces verbalisations et surtout d'être extrêmement déterminés dans le temps, parce que nous pensons que au fur et à mesure du processus de verbalisation, nous allons continuer à obtenir des résultats plus importants, non seulement sur les rues bien connues où il y a un certain nombre de désordres dans la gestion, notamment d'un certain nombre de commerces, mais aussi sur des rues moins connues, plus petites, dans lesquelles se déversent un certain nombre de déchets industriels, du BTP ou d'autres secteurs. Et d'ailleurs, nous commençons à voir que dans certaines rues, certaines personnes se sont passé le mot et se disent il ne faut plus aller à Montreuil parce qu'on va se faire taper et on va taper. On va pas au sens physique, vous l'avez bien compris, on va avoir des amendes importantes. Merci en tout cas aux adjoints pour cette présentation. Je passe la parole à Méline Legourierec pour la dénomination de la place Méliné et Missak Manoukian.